On veut mettre en relation une charge externe et une charge interne. 200 watts, il ne veut rien dire tout seul 200 watts. Il faut savoir si c'est dans le vert, dans le jaune ou dans le rouge, d'accord? Ça, c'est une des choses qu'on va chercher à faire avec le profilage. À quoi ça sert un profilage? À individualiser. Ok, très bien. Bonne première réponse. Il y en a deux autres que j'aimerais entendre. Connaître le niveau de la personne. Ok, profil individuel, très bien. Profilage en endurance, donc déterminer le profil individuel, on en a parlé, individualiser l'entraînement et quantifier les progrès. Parce que si vous avez une base de départ, vous refaites le test dans 4 semaines, dans 8 semaines, dans 12 semaines. Si vous avez bien fait votre boulot, si la personne a suivi vos recommandations, on va voir des nouvelles valeurs. On est d'accord? Et donc, on peut quantifier les progrès en endurance. Et ça, c'est une des difficultés, entre guillemets, en endurance par rapport à la force. Typiquement, la force, on va articuler ce qu'on fait par rapport à un maximum. Par rapport à que ce soit un RM qui soit calculé ou qui soit, on va dire, testé directement sur le terrain. Et on prend typiquement des pourcentages de 1 RM pour planifier. Il y a d'autres manières de faire, mais c'est assez courant de le faire comme ça et c'est pas faux. Le problème avec l'endurance, c'est que comme vous le voyez sur votre fiche, nous, on a des points qui sont importants, qui sont sous-maximaux. Le premier seuil, le deuxième seuil, c'est des points qu'on ne peut pas tester juste sur un truc max. On ne peut pas juste faire un effort max et puis boum, tu as tes seuils. C'est des points qui sont sous-maximaux. Donc, il faut comprendre une approche un petit peu différente d'un test de terrain où on va juste à balle et puis le résultat, c'est le résultat, puis on base tout là-dessus. Qu'est-ce qu'on va essayer de déterminer les deux objectifs principaux du profilage? Déterminer les seuils, donc départager les 3 états internes, exactement. Objectif numéro 1. Objectif numéro 2, là on revient sur les idées de charge. On veut mettre en relation une charge externe et une charge interne. 200 watts, il ne veut rien dire tout seul 200 watts. Il faut savoir si c'est dans le vert, dans le jaune ou dans le rouge. D'accord? Ça, c'est une des choses qu'on va chercher à faire avec le profilage. D'accord? Mettre en relation la charge interne et la charge externe. Comme ça, toi, tu sais, quand tu veux donner de la moyenne intensité, qu'est-ce que tu donnes comme fourchette de watts ou de kilomètres/heure? Sinon, tu ne sais pas ce que tu donnes. Et comme on l'a dit, départager les 3 états internes, donc les seuils, trouver les seuils pour déterminer ces points de transition. Et forcément les charges qui y sont associées. Parce que ton premier seuil, c'est 100 watts, 150 watts, 200 watts, 300 watts. Du coup, le profilage en endurance, il se fait sur un exercice donné. Ouais. Ce ne sera pas forcément les mêmes seuils sur un autre exercice. Exactement. Tu ne prends pas tes valeurs de bench pour planifier ton deadlift. Donc, tu ne prends pas tes valeurs de vélo pour planifier ta course à pied. Typiquement, en triathlon, tu vas tester tu auras différents tests pour les différentes modalités d'effort. À votre avis, quel est le meilleur protocole pour le profilage en endurance? VO2 max. Ok, test de VO2 max, une idée. D'autres idées? Ça dépend peut-être. Ça dépend, ça peut dépendre, mais il me faut quand même une réponse, ce n'est pas une réponse. C'est un début de réponse. Qu'est-ce qu'il y a comme tests qui sont communs en cardio? Ah, c'était pas ce que tu avais dit là, Il y a les tests lactates, il y a le Luc Léger, ouais. Test VMA, voilà, Luc Léger qui va te donner une VMA, VAM et VAL qui va te donner une VMA aussi. Comment on appelle ces tests? C'est quoi le format de ce test? Dans le jargon, on appelle ça un test triangulaire. Donc, c'est un test qui va sur typiquement une période de, ça dépend du test, mais 10-20 minutes, on va dire au maximum, monter de manière assez linéaire en intensité et déterminer une valeur maximale, notamment une VMA, peut-être une PMA en vélo aussi. Ok? On appelle ça un test triangulaire. Donc, c'est bien, ça nous donne une valeur maximale. Tu fais ton test, tu as couru, tu arrives jusqu'au palier 15 km/h, boum, ta VMA, c'est 15 km/h. Maintenant, est-ce qu'avec un test triangulaire, on arrive à départager les seuils? Non. Et est-ce qu'on arrive à mettre en lien une charge interne et une charge externe pour ces seuils? Non, c'est un problème. Pour notre situation, je ne dis pas que c'est un mauvais test, mais si ton but c'est de trouver le profil de la personne, de départager basse, moyenne, haute, c'est peut-être pas le meilleur test qu'on a à disposition. Parce qu'il va te donner la valeur maximale, qui va se trouver dans quel domaine à votre avis? À quel niveau d'intensité il va se trouver pour la personne? Haute, très haute peut-être parce que... Haute intensité, typiquement haute intensité. Je comprends pas pourquoi c'est pas très haute, tu as une intensité max. Le fait que tu es sur un effort progressif, c'est ça. Tu vas exploser avant de même pouvoir arriver à très haute intensité. Il faut dire qu'en fait,
Donc on a parlé des 3 états, stable au niveau local, stable au niveau systémique, perte de l'équilibre interne. Dès le moment où tu dépasses ce deuxième seuil, en fait, c'est comme si tu enclenches la cocotte minute et tu as seulement un certain temps que tu vas pouvoir tenir, une certaine quantité de travail que tu vas pouvoir faire avant de devoir ralentir ou t'arrêter. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle un test rectangulaire. C'est le cousin du test triangulaire, vous l'aurez compris. L'avantage, c'est qu'on a des intensités qui sont stables. On ne monte pas en continu chaque 30 secondes ou chaque minute. On a des paliers. Dans ce cas-là, 4 minutes, on va rester à la même intensité. Et on va prendre 1 minute de pause à chaque fois. Ce qui fait que on peut mettre en lien une charge externe et une charge interne. Parce que 4 minutes, donc on a la charge externe, la puissance qu'on va exprimer sur le vélo ou la vitesse à laquelle on va courir sur le tapis. Et en parallèle, vu qu'on a 4 minutes, c'est assez de temps pour avoir un état qui se stabilise en interne. Et donc, on peut mesurer le lactate, la VO2, l'oxymétrie musculaire et mettre ces choses-là en lien. Et on peut départager, on peut trouver les seuils, départager les états internes. Ça, c'est le genre de test de profilage que je fais avec tout le matos pour différents sportifs, crossfit, combattants, coureurs, cyclistes, triathlètes, etc. Mais on n'a pas que ça à faire. Okay, quand vous encadrez une personne, vous avez 1 heure de séance privée, vous ne voulez peut-être pas passer 1 heure à faire un test avec eux. Et en plus de ça, on n'a peut-être pas le matériel à disposition pour faire les mesures de lactate, les échanges gazeux, etc. etc. Okay, donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour départager les états internes sans mesure physiologique? Le RPE. Ha! Okay, le RPE, c'est l'effort qui est perçu. Donc, la mesure physiologique, c'est un petit peu de l'extérieur vers l'intérieur. Le RPE, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un test rectangulaire au RPE. Parce que tu ne sais pas si la personne elle doit commencer son test à 20 watts, à 50 watts ou à 150 watts sur le test. Tu as peut-être une idée de par son niveau, mais tu ne sais pas vraiment. Donc, on va la prendre à l'envers. Au lieu de fixer une charge externe et dire, voilà, tu commences ton premier palier à 50 watts, tu vas dire que tu commences ton premier palier à une intensité qui correspond à 1 sur 10. On va faire du mieux qu'on peut. On va, encore une fois, orienter la personne sur c'est quoi 1 sur 10. C'est super facile. Aucune contrainte respiratoire, pas de douleur musculaire. C'est genre l'équivalent de faire de la marche dehors, quoi. Sur le deuxième palier, on va monter à 3. Donc on reste dans le facile. Pas de douleur musculaire, pas de contrainte respiratoire, mais on est un peu plus haut sur l'intensité que sur le premier palier. 5, tu as les jambes qui commencent à chauffer, la respiration qui commence à être un petit peu prise. 7, là, tu as vraiment les jambes qui chauffent. C'est soutenu, mais soutenable. Et la respiration qui vient quand même bien travailler, soutenue aussi. Et forcément, 9, on bascule dans le rouge. Et là, ça va être très dur dans les jambes et ça risque d'être très dur au niveau respi aussi. Avant de te laisser, je voulais te dire que si tu veux en apprendre plus sur le paradoxe de la haute intensité ou encore savoir comment optimiser ta semaine d'entraînement pour avoir les meilleurs résultats possibles, je t'ai préparé un mini guide gratuit en 4 vidéos auquel tu peux accéder en cliquant sur le lien dans la description. Donc n'attends pas et rejoins ce guide qui a déjà été suivi par plus de 4500 sportifs et coachs.